Donc, je remercie au Conseil scientifique de m'avoir invité à vous présenter une mise à jour un peu sur les encéphalites aiguës en France métropolitaine. Et j'ai profité de l'occasion pour vous présenter les nouvelles recommandations qui sont sous presse, à laquelle plusieurs membres de la SRLF ont participé, sur la prise en charge des encéphalites aiguës. Donc pourquoi est-ce qu'on a retravaillé sur ces recommandations depuis maintenant plus de 2 ans? C'est que c'est vrai que la qualité de la prise en charge, ça fait partie des maladies sur lesquelles la qualité de la prise en charge a un vrai impact pronostic, et que les règles de prise en charge sont vraiment pas évidentes, ça on peut dire. Et par exemple, d'abord les situations sont très hétérogènes. On sait que ce qui est fait dans les toutes premières heures a vraiment un impact sur le pronostic, soit vital, soit neurologique. Qu'il y a une interaction avec la prise en charge d'autres maladies pas très simples aussi, et pour lesquelles la qualité de la prise en charge est également primordiale, qui sont les méningites bactériennes. Et on sait qu'il faut des tas d'expertises complémentaires pour faire au mieux, et que ça, c'est pas toujours disponible à minuit dans les services d'urgence. Il y a des recommandations qui existent faites par d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, l'Australie, les États-Unis, mais avec des épidémios un peu différents, des systèmes de santé un peu différents, donc pas directement applicables. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'abord d'avoir quand même, on peut le dire a posteriori, avec presque 10 ans de recul, de bénéficier de la qualité des recommandations sur la prise en charge des méningites bactériennes. A posteriori, ça n'a pas été très évolué, mais c'est probablement une conférence de consensus qui a sauvé pas mal de vies en essayant de simplifier, que tout le monde fasse la même chose, que toutes les spécialités concernées aient validé le même traitement empirique et la même succession d'examens complémentaires. Et l'autre point sur lequel on est aussi plutôt en bonne position, c'est qu'on a une bonne connaissance de notre épidémio en France. Vous avez sans doute en partie participé à l'étude encéphalite 2007. Alors ça date d'il y a 10 ans, mais ça bouge quand même pas si vite, ce qui fait qu'on sait ce qu'il faut pouvoir viser. Et enfin, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'encéphalite en France qui font partie du consortium international, ce qui permet de pouvoir bénéficier de tous les travaux antérieurs. Et là, je vous ai mis simplement, pour ceux qui veulent se plonger dans ce qui avait été fait par les autres pays, les recommandations américaines 2008, anglaises 2012, australiennes, Nouvelle-Zélande 2015, et puis les recommandations sur la définition des cas par le consortium international, qui montrent qu'il y a quand même pas mal d'activités dans le domaine. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Donc, RPC, c'est recommandations pour la pratique clinique, c'est-à-dire qu'on voulait quelque chose de pragmatique qui suive finalement le parcours du patient. Pas des questions ésotériques, mais qu'est-ce qu'on fait au début, qu'est-ce qu'on fait en fonction de telle situation à 48 heures, et qu'est-ce qu'on fait quand le patient va mieux et qu'on va le laisser sortir. On a fait une méthode qui est assez classique. On a eu des réunions physiques, on a eu beaucoup d'échanges par email et de partage de documents. On a rémunéré des bibliographes en prenant des jeunes chefs de clinique de pointe, mais pas gênés par les liens d'intérêt, et en les rémunérant pour qu'ils puissent y consacrer du temps et faire les choses à fond. Et puis, on a essayé d'avoir des sociétés savantes partenaires qui fassent qu'une fois que les recommandations vont sortir, ça représente les pratiques et les souhaits de la plupart des gens concernés, et que ce soit plus facile aussi à leur application sur le terrain. Et notamment, la Société de réanimation de langue française a été très présente, mais aussi Santé publique France pour l'épidémio, la Société française de neurologie, la Société de rééducation, et j'en oublie certainement. Donc, le comité de pilotage était composé d'infectiologues, neurologues, microbio, médecine interne, réanimation, épidémio, neuroradio et rééducation. Ça, c'est le nom des bibliographes. Donc, une partie d'entre eux sont entre-temps devenus des PH, parce que ce travail de bibliographie a été fait il y a un peu plus de 2 ans. Les relecteurs, pour lesquels on retrouve aussi plusieurs réanimateurs, mais aussi les infectiologues et les microbios. Et du coup, on a un document final qui va sortir dans les mois qui viennent dans médecine et maladies infectieuses. Alors, à quoi on a essayé de répondre? Quand évoquer l'encéphalite aiguë? Quelle conduite à tenir initiale dans les 48 premières heures? Qu'est-ce qu'on fait à 48 heures quand le diagnostic est obtenu? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas obtenu? Une petite question un peu plus générale sur l'épidémio en France et les indices qui vous permettent de viser telle ou telle étiologie. Et puis l'organisation de la prise en charge post-hospitalière, qui est un vrai désert, ça y compris dans les recommandations des autres pays. Et on a beaucoup de témoignages de patients ou de familles de patients qui nous disent: vous avez l'impression d'avoir fait votre boulot quand le patient rentre à la maison au bout d'1 mois. Mais en général, pour nous, c'est là que ça commence, puisque une bonne partie des encéphalites ont des troubles du comportement, sont plus tout à fait les mêmes, et que les retours à domicile parfois sont dramatiques. Alors, quand évoquer l'encéphalite aiguë, voilà, c'est pas très compliqué. On a retenu des choses assez simples, c'est qu'il faut qu'il y ait une encéphalite, donc une inflammation de l'encéphale, avec du coup des signes qui témoignent de l'atteinte du système nerveux central, et une fièvre, mais sur laquelle on n'est pas très exigeant, c'est-à-dire c'est écrit dans le texte que la notion de fièvre peut suffire, et que si les gens prennent des antipyrétiques, ce critère de fièvre n'est plus indispensable, et chez les immunodéprimés non plus. Et dans les signes d'atteinte du système neurologique central,
qui sont les plus importants et les plus courants. Il y a les troubles bien sûr de la vigilance, les troubles du comportement et des signes neurologiques focaux, mais on a aussi mis les troubles mnésiques et évidemment l'épilepsie. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est vrai qu'on se détache un petit peu de ce qu'avait publié le consortium international en termes de critères diagnostiques de l'encéphalite. Mais là, c'est un peu à l'équivalent de ce qu'on a pour les endocardites avec les critères de Duke, c'est que c'est des critères qui ont été faits essentiellement pour la recherche, pour les études, de façon à ce que si les Japonais publient une série de 50 encéphalites, ce soit les mêmes malades que les 50 encéphalites qui sont publiés au Brésil au même moment. Ce n'est pas tellement pour la prise en charge, et la preuve, c'est que ça repose, par exemple, sur des choses comme l'IRM, l'électroencéphalogramme. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a au début quand le patient se présente aux urgences, avec un critère majeur et des critères mineurs. En termes d'imagerie, bon là, ce n'est pas non plus très bouleversant, mais on a essayé d'insister beaucoup sur la nécessité de toujours préférer l'IRM cérébral au scanner et sur la nécessité de l'urgence. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait qu'il y a des centres en France qui auront beaucoup plus tardivement l'IRM cérébral que le scanner, et dans ces cas-là, il faut commencer par un scanner, mais que le plus souvent, il faudra essayer de préférer l'IRM cérébral. Pour savoir quel patient doit avoir l'imagerie avant l'APL, là, on a essayé de ne pas trop compliquer la situation et puis d'être concordant avec ce que les étudiants apprennent, par exemple, dans la conférence méningite. Donc, on a pris les mêmes critères pour dire quel patient doit avoir l'imagerie avant la ponction lombaire. Vous connaissez les fameux critères du Glasgow à 11, des signes focaux ou des convulsions. En termes de biologie, donc on a essayé de préciser les choses. Et là aussi, je pense qu'il y avait des efforts à faire en termes d'homogénéité. Et par exemple, dans la conférence de consensus méningite, il est dit qu'un LCS est normal jusqu'à 5 éléments par millimètre cube et qu'on parle de méningite au-dessus de 10. Donc il y avait un espèce de no man's land entre 5 et 10 éléments que les gens ne savaient pas quoi en faire et qui ne correspond à rien finalement. Il y a une méningite ou il n'y a pas une méningite, mais on n'a pas besoin de ces zones intermédiaires. Donc on a dit que la cellularité du liquide cérébrospinal est anormale à partir de 4 éléments, donc à partir de 5, au-delà de 4. On a insisté aussi, on essaye de faire rentrer dans les têtes le fait qu'on ne dit plus LCR, liquide céphalorachidien, mais liquide cérébrospinal, puisque le LCR, du point de vue anatomique, ce n'est pas vraiment représentatif. Le cerveau n'est pas branché sur le rachis jusqu'à preuve du contraire. On a essayé de clarifier l'interprétation des LCS dans lesquels il y a un peu de globules rouges et on ne sait pas si les globules blancs qui sont là sont liés aux globules rouges ou pas. Donc, il y avait deux tendances dans le groupe. Il y avait ceux qui souhaitaient qu'on utilise la formule avec le ratio des globules rouges sur les globules blancs dans le LCS et dans le sang. Et finalement, c'est une formule qui n'est pas validée et qui n'est pas très réaliste non plus, puisque la stabilité des globules rouges et des globules blancs n'est pas la même. Donc, on ne s'attend pas à trouver un ratio exactement le même que celui dans le sang, même si c'est que hémorragique. Donc, du coup, on a juste rappelé que le ratio dans le sang, c'est un globule blanc pour 800 hématies. Donc, si vous avez 100 globules blancs et 800 hématies, c'est qu'il y a forcément une méningite en plus. Mais on n'a pas été plus loin dans les formules. On a précisé le volume nécessaire. On a précisé la définition de l'hypoglycorachie et de l'hyperprotéinorachie. Donc ça, on est en accord là-dessus avec les recommandations internationales et c'est le cas aussi pour les 4 éléments. Ce qu'on demande en première ligne pour tout le monde, c'est PCR, herpès, VZV et entérovirus, avec la recherche de BK facile à chaque fois que le contexte le suggère, mais pas pour tout le monde. Et les hémocultures, 4 flacons, là c'est pour tout le monde, même si apyrétique, notamment pour les diagnostics de l'hystériose, puisque vous savez que c'est plus efficace que l'analyse du LCS, mais aussi pour les diagnostics différentiels, comme par exemple l'endocardite, qui de temps en temps peut se présenter avec un tableau qui ressemble à l'encéphalite. Et pour simplifier le boulot des étudiants, on est content de pouvoir avoir cette fameuse règle des 4. Là, c'est 4 éléments, 0,4 le rapport glycémie-glycorachie et 0,4 pour la protéinorachie. L'EEG, alors là, on avait plusieurs neurologues dans le groupe qui nous ont convaincus de l'importance d'avoir un EEG pour toutes les suspicions d'encéphalite, à la fois pour orienter le diagnostic initial et éventuellement de s'en servir pour le suivi quand les gens vont pas mieux, pour voir s'il n'y a pas, par exemple, de l'épilepsie non convulsivante là-dessous, comme ça a été bien raconté. Mais pas de recommandation pour la répétition systématique quand les gens vont bien. Quelle conduite à tenir initiale? Alors là, on n'a pas été très novateur, mais on a beaucoup discuté, notamment sur les posologies et sur la combinaison initiale. Donc on part avec 10 mg kilo toutes les 8 heures d'acyclovir et 200 mg kilo par jour d'amoxicilline, pas de gentamicine, et je vous expliquerai pourquoi. On a quand même laissé la possibilité de partir à 15 mg kilo toutes les 8 heures quand on a un argument fort pour une encéphalite à VZV, puisqu'on sait que le VZV est un peu moins sensible à l'acyclovir, donc avec la nécessité de doses plus fortes, mais pas pour tout le monde.
Ensuite, les traitements associés, bon, ça c'est des choses que vous connaissez bien, la neuroprotection. Les stéroïdes, il y a une étude européenne en cours randomisée pour les méningoencéphalites herpétiques avec dexaméthasone versus pas de dexaméthasone, avec un critère principal qui est l'évolution neurologique à 6 mois. Donc pour l'instant, on ne se prononce pas et on espère que ça va arriver vite. Il y a quelques centres en France qui participent. Et on a précisé aussi le lieu de la prise en charge qui, compte tenu des troubles de ces patients, doivent être au minimum une unité de soins continus avec des critères pour qu'ils soient admis en réanimation en cas de score Glasgow inférieur ou égal à 13, l'existence de plus d'un épisode de convulsion, de défaillance ou une agitation qui ne serait pas gérable dans un service de médecine ou de soins continus, notamment les patients très agités et dangereux. Alors, sur quoi on s'est basé pour proposer Amox, acyclovir en première ligne? Là, on se démarque des autres recommandations internationales. Donc, l'étude encéphalite 2007, que vous connaissez sans doute, avait inclus plus de 250 patients. C'était 90% d'adultes, donc ces recos ne s'appliquent pas aux enfants. On n'avait pas de pédiatre dans le groupe. Et ce que ces recos ont bien montré, c'est que le grand groupe de maladies, on a un diagnostic une fois sur deux, comme à peu près toutes les cohortes, mais parmi les patients chez qui on fait le diagnostic, c'est de loin l'herpès qui est en tête le premier, juste derrière le VZV, et ensuite tuberculose et listériose, avec des mortalités intra-hospitalières très différentes en fonction de ces étiologies. Quand le diagnostic est fait à 48 heures, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là que je vais commenter un peu sur les histoires de posologie. C'est qu'effectivement, le VZV est moins sensible à la cyclovir que l'HSV. Donc si on a le diagnostic VZV documenté, on repasse à 15 mg kg toutes les 8 heures. Par contre, si c'est du LHSV, c'est 10 mg kg. Et là, il y a eu une discussion. Les gens disent, puisque le VZV fait partie des étiologies initiales, pourquoi vous ne commencez pas à 15 et vous rétrogradez à 10? Et alors là, on a un raisonnement de bénéfice-risque, et c'est vrai que c'est quand même une toute petite proportion, les encéphalites à VZV, de toute la masse de patients suspects d'encéphalite au départ. Probablement moins de 1 sur 10. Et on sait que 15 mg kg, c'est franchement plus néphrotoxique que 10. Donc on se dit, pour le petit bénéfice d'un petit groupe de patients, on ne va pas exposer un énorme groupe de patients à cette toxicité. Donc on rectifie quand on a le diagnostic, mais on ne commence pas à 15. Et de même pour la listériose, on avait dans le groupe Marc Lecuy, qui a la grosse base de données sur les listérioses neuroménagées en France, qui est convaincu avec l'analyse de cette base de données que les aminosides sont importants. Mais là encore, on ne va pas mettre des aminosides à tout le monde pour le tout petit groupe de patients qui se révéleront être des listérioses. Et il semble que le délai de 24-48 heures pour commencer les aminosides dans la listériose ne soit pas un souci. Donc ce sera gentamicine, 5 mg kg en une seule injection pendant 5 jours chez les gens pour qui la listériose sera documentée. Pour ce qui est des durées en cas de méningoencéphalite herpétique, là on est comme les recos internationales, c'est 14 jours si c'est un adulte et qu'il est immunocompétent. Et si vous n'avez pas l'un des deux critères, donc si c'est un enfant ou si c'est un immunodéprimé, ce sera 21 jours. Si on regarde les autres recos, finalement, on est pareil que tout le monde, en gros, avec un petit item pour dire quand on ne sait pas si ça ne peut pas être aussi une méningite bactérienne, que le liquide est trouble, que le tableau est aigu, que les signes méningés étaient au premier plan initialement, il faut aussi suivre les recommandations méningites, ce qui n'est pas simple, mais c'est ce qui paraît le plus logique. La seule différence en France, c'est que nous, on a rajouté l'amoxicilline, et c'est vraiment justifié par notre épidémiologie, puisqu'on a la listériose en 4e position de nos étiologies, et que c'est encore vrai en 2016, d'après le centre de référence. En termes de surveillance, si tout va bien et que le diagnostic étiologique est obtenu, on ne fait pas de contrôle. Ça, c'est comme dans les méningites bactériennes. Si ça ne va pas bien, on se précipite sur l'imagerie en première intention. Là aussi, c'est comme dans les méningites bactériennes. Et éventuellement, une ponction lombaire de contrôle si l'imagerie le permet. Et puis, l'électroencéphalogramme en plus. Quand le diagnostic à 48 heures n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait? Première question, est-ce qu'on peut dire que l'herpès est éliminé? Donc là, c'est des études assez connues. Mais on sait que la valeur prédictive négative de la PCR-herpès, elle est de plus de 98% si le liquide a été obtenu au moins 4 jours après les premiers symptômes neuro. Donc si on est dans cette situation-là, on peut arrêter la cyclovir, ce n'est pas de l'herpès. Si par contre on est avant J4, il faut refaire une nouvelle ponction lombaire pour pouvoir avoir ces 98% de valeur prédictive négative et on continue la cyclovir en attendant. Est-ce que c'est une encéphalite auto-immune? Alors là, il faudrait plus de 15 minutes pour en parler. Il y a des recos qui ont été présentés là-dessus qui sont intéressantes, mais ce n'est pas une étiologie à évoquer dans les 48 premières heures. Et puis, en fonction des facteurs de risque, et c'est là où ça se complique un peu, on a essayé de présenter sous forme de tableau et avec des petits indices diagnostiques, l'intérêt de l'interrogatoire de l'entourage, du médecin traitant, les manifestations extraneurologiques, etc.
On a donc 50% de nos encéphalites qui sont jamais diagnostiqués, même à la fin de toutes les investigations qu'on a faites. Mais là, on n'a pas trop à avoir des complexes, puisqu'il y a une revue de la littérature qui a été publiée il y a quelques années qui montre que c'est vrai aussi en Amérique du Nord. Et il y a même une proportion un peu plus importante de non-diagnostics. Et c'est vrai aussi en Asie, en Europe, c'est à peu près toujours pareil, c'est 50% sans diagnostic. Les seuls qui faisaient mieux, c'était en Afrique, mais c'était à l'occasion d'une épidémie de rage. Donc là, ils avaient beaucoup de diagnostics, mais ce n'est pas forcément mieux. Les causes plus rares doivent être évoquées et recherchées d'emblée. Ça, c'est à cause à la fois de l'enjeu que ça représente, mais aussi des mesures éventuelles de santé publique. Ensuite, j'ai été un peu plus vite. Bon, juste un petit mot là-dessus. Donc, on a des tableaux qui montrent en fonction des contextes. Si quelqu'un a été, par exemple, s'il a un trou dans son carnet de vaccination sur la rougeole, il faudra penser à la rougeole. S'il a un contact animalier, il faudra penser aux zoonoses. S'il est immunodéprimé, il y a d'autres étiologies. S'il a voyagé, il y a d'autres étiologies. Et tout ça sera présenté sous forme de tableau. Et enfin, sur les séquelles, c'était la question numéro 6, quel suivi post-hospitalisation? Donc, on a prévu une réévaluation systématique à 6 mois avec des tests de type MOCA qui ne sont pas très longs à faire, mais qui permettent de mieux diriger la rééducation de ces patients. Il y aura aussi un test à la sortie d'hospitalisation pour prévoir une rééducation précoce. Et on a des données de l'étude encéphalite 2007 qui montrent qu'il y a quand même 40% des patients qui sortent vivants et qui rentrent chez eux, qui ont encore des troubles neurologiques 3 ans plus tard. Donc là-dessus, on essaiera de faire des progrès. Et donc, pour conclure, et en m'excusant du délai, c'est un exercice qui nous a passionnés. C'est même peut-être pour ça que j'ai débordé, parce que c'est un truc qui nous occupe beaucoup, qui est compliqué, pour lequel on peut vraiment faire des progrès avec des bénéfices pour les patients. Et la difficulté, c'était de rester pratique, alors qu'on est souvent sans certitude au début, et puis de proposer des recours, alors qu'il n'y a pas beaucoup de niveau de preuve élevé. Je vous remercie de votre attention.